l'information sur RT1. Madame, monsieur, bonjour et bon début de semaine. Dans ce journal, l'UMOA ouvre le débat sur la justice sociale et rapproche le dialogue social des réalités des travailleurs ivoiriens. Un dialogue entre acteurs du monde du travail et une cellule de conseil du travail et du dialogue social de l'UMOA. Le développement dans ce journal. La 7e édition du SARA se prépare. Le commissaire général du salon s'inspire des bonnes pratiques du Salon international de l'agriculture du Maroc, le SIAM. Une 17e édition qu'organise le royaume chérifien à Meknes. Et puis la suite de l'affaire d'un meurtre dans une mosquée du sud de la France. Le suspect en fuite s'est rendu dimanche soir aux autorités italiennes. La victime a reçu 40 ou 50 coups de couteau. Un symbole fort pour la santé publique en Côte d'Ivoire, mais aussi pour la ville de Bouaké. Ce lundi 28 avril 2025 est ouvert le premier centre hospitalier universitaire de Bouaké. L'établissement sanitaire de niveau 2 est fonctionnel et prêt à offrir des services de qualité aux populations. Il est construit sur 10 hectares et est doté d'une capacité d'accueil de 160 lits. Il est aussi dimensionné pour prendre en charge plus de 800 000 patients de Bouaké et de toute la région de Békay. Une solution pour désengorger le CHR de Békay, un CHU qui dispose aussi d'un bloc de neurochirurgie, ce qui reste rare à l'intérieur du pays. Le CHU de Bouaké est inauguré ce lundi par le vice-président de la République, Tiemoko Melie-Kone. Le vice-président officie également la livraison officielle du nouvel hôtel de ville, une réalisation longtemps attendue par les populations de toute cette région. Et de bonnes nouvelles également pour les fonctionnaires de Côte d'Ivoire. Le taux de couverture des médicaments du régime complémentaire obligatoire est fixé à 80% dans toutes les pharmacies partenaires. Une mesure qui vise à améliorer la prise en charge médicale des mutualistes. On en sait plus avec Abou Sanogo. C'est officiel. Depuis le lundi 21 avril dernier, le taux de couverture des médicaments au titre du régime complémentaire obligatoire est effectivement passé de 70 à 85% dans toutes les pharmacies partenaires à la MUGEPSI, la Mutuelle Générale des Fonctionnaires et Agents de l'État de Côte d'Ivoire, sur toute l'étendue du territoire national. C'est l'information qui ressort de la conférence de presse du président du conseil d'administration de la MUGEPSI, Paul Nyobo. Allez annoncer aux fonctionnaires agents de l'État de Côte d'Ivoire en activité comme à la retraite, 51 ans après, le conseil d'administration que j'ai l'honneur de diriger, nous avons pu atteindre le taux de prise en charge de 80%. Et cela s'applique à eux-mêmes, à leurs conjointes et à leurs enfants. Ce relèvement du taux de couverture marque une avancée significative dans l'amélioration de la prise en charge médicale des mutualistes. Pour prouver l'effectivité de cette mesure, le président du conseil d'administration de la MUGEPSI s'est rendu dans une pharmacie de la place accompagné d'un mutualiste qui a effectué un achat de médicaments. Je vous confirme que la mesure est effective. Allez-y dans vos pharmacies, à l'intérieur du pays comme à Abidjan. Les médicaments concernés représentent 60,2% de la liste des médicaments remboursables de la MUGEPSI. Il s'agit principalement des traitements destinés aux pathologies chroniques qui nécessitent une prise en charge régulière et souvent coûteuse. La santé au travail est au cœur des débats avec la CNPS. Des journées internationales de la santé et la sécurité au travail sont initiées. L'intelligence artificielle et la transformation numérique redéfinissent les enjeux de la prévention des risques professionnels, suivant ce résumé par Ismaël Evradeo et Ahmed Traoré. À l'ère du numérique, comment préserver la santé des travailleurs? Cette question est au cœur des échanges de la 29e journée africaine de la prévention des risques professionnels et de la 23e journée mondiale de la sécurité et de la santé au travail. 3 jours de réflexion pour mettre en lumière les opportunités offertes par les nouvelles technologies, mais aussi les nouveaux risques qu'elles engendrent. S'il y a des textes qu'on peut proposer, sur le plan même technique, s'il y a des outils qui sont innovants et simples, comme on le dit, le monde actuel offre plus de simplicité. Et aussi s'il y a des organisations en thèmes pratiques qui sont des éléments à partager, ce sera vraiment le cas, de faire ce partage à tout le monde. Pour qu'au terme de ces journées-là, en tout cas, chaque entreprise, aussi bien présente ou bien en ligne, puisse bénéficier vraiment de cette expérience-là. Ces journées aborderont également les intoxications alimentaires en milieu professionnel. Un fléau fréquent, notamment dans le secteur informel, selon la Caisse nationale de prévoyance sociale, l'institution insiste sur l'urgence d'agir, d'anticiper et surtout de prévenir.
Et nous venons au dialogue social engagé par l'UEMOA, un débat autour de la justice sociale avec pour objectif de rapprocher les principes du dialogue social des réalités vécues par les travailleurs ivoiriens. Le reportage d'Ismaël Evradeo et Souleymane Donissongou. Autorités, employeurs, syndicats et organisations de la société civile en réflexion sur la justice sociale. À l'initiative de la cellule du Conseil du travail et du dialogue social, il est question de confronter les principes de dignité, d'équité et d'égalité des chances aux réalités du terrain. Notre idée, c'est vraiment que chacun de son secteur, de son domaine, puisse ici dire qu'est-ce qu'il fait, qu'ensemble on puisse se lancer des défis de sorte à ce que cette justice sociale soit une réalité. Des idéaux épousés par le ministère de l'Emploi et de la Protection sociale. La tutelle réaffirme l'engagement du gouvernement à œuvrer pour un monde du travail plus équitable et inclusif. La couverture maladie universelle, le régime social du travailleur indépendant, la retraite complémentaire pour les fonctionnaires et très bientôt, cette retraite complémentaire sera étendue au personnel du secteur privé. C'est vous dire qu'effectivement le gouvernement tient compte de tous ces aspects pour l'épanouissement de l'être humain qui doit être au cœur de toute sa politique. Les conclusions issues de ces travaux devraient alimenter les futures actions du Conseil du travail et du dialogue social dans le renforcement des mécanismes de concertation entre partenaires sociaux. Et d'autres concertations dans la suite de ce journal. Les femmes parlent et elles parlent d'économie et de gouvernance durable. Elles sont responsables du secteur privé, public, des organisations de la société civile et des institutions étatiques et elles définissent des stratégies pour renforcer la gouvernance et la croissance inclusive mais aussi la résilience économique en Afrique. On le voit dans ce rapport d'Abigail Niava et Walter Amadou Ouattara. Elles se positionnent comme des actrices de la gouvernance économique. À Abidjan Plateau, le Forum Économie et Gouvernance, les femmes parlent, réunit différents acteurs autour du thème gouvernance, croissance inclusive et résilience économique. Quelle stratégie pour l'Afrique ? À travers des panels, des masterclass et des débats, les participants partagent leur analyse sur les défis économiques actuels. La question de l'intégration de la responsabilité sociétale des entreprises est également abordée. Au niveau du secteur privé, il y a nécessité, quelle que soit la taille, quelle que soit l'activité, de réfléchir désormais en se disant je crée de la valeur ajoutée à mon économie, mais j'impacte forcément, si je sois une bonne gouvernance, et je prends en compte les deux autres piliers que sont le pilier social et le pilier environnemental. Linda Afin-Kwasi, organisatrice du forum, souhaite ainsi démocratiser la compréhension de la gouvernance économique. Le bilan seul n'est plus l'outil nécessaire pour obtenir des financements ou pour développer son entreprise, mais il est important d'avoir cette compréhension de la RSE et de la durabilité pour pouvoir construire un écosystème inclusif, mais également durable. C'est surtout aussi de casser le mythe derrière tout ce qui est question de gouvernance, pour montrer que la gouvernance est un levier de croissance et qui doit être compris par tous. Par visioconférence, le ministre du Patrimoine, du portefeuille de l'État et des entreprises publiques, Moussa Sanogo, a exprimé son soutien aux organisateurs et salué l'engagement des femmes pour une gouvernance économique plus durable. Et se prépare pour la Côte d'Ivoire un événement d'impact économique, la 7e édition du SARA. À quelques semaines de l'ouverture, le 23 mai prochain, les responsables du salon se rendent au Maroc, sur le Salon international de l'agriculture du Maroc, une 17e édition qu'organise le royaume chérifien à Meknès. Le commissaire général du SARA a aussi représenté la Côte d'Ivoire à la conférence interministérielle de l'initiative AAA en marge du SIAM sur l'adaptation de l'agriculture en Afrique au changement climatique. Le détail avec Dangui Dangui et Adama Sangaré. Stand de la Côte d'Ivoire à la 17e édition du SIAM, Salon international de l'agriculture du Maroc à Meknès. Le beurre de karité ivoirien est la vedette et séduit cette Marocaine et son fils. J'ai pris du beurre de karité. C'est magnifique, c'est la première fois que j'en achète. Et normalement, ça a une odeur qui n'est pas bien. On l'applique avec d'autres huiles essentielles. Mais c'est là, ça sent le chocolat. Je sais pas, moi je trouve que ça sent le chocolat et c'est magnifique. Très agréable. Il va falloir développer notre économie africaine ensemble
La promotrice se frotte les mains. Nous sommes venus pratiquement avec 300 boîtes, mais il reste pratiquement rien le 3e jour. Pour le beurre de cacao, nous sommes venus avec 150 pots. Je pense bien qu'il reste 6 pots. Il y a des personnes qui sont venues vers moi, ils nous ont remis des cartes. Il y a d'autres personnes qui ont déjà des boutiques qui veulent prendre en gros. Voilà. Il y a d'autres aussi qui veulent pas réconditionner comme ça. Ils veulent en vrac, en des blocs de 25 kg et autres. Le café des montagnes de Mans également est très prisé. Il serait intéressant que nous ayons un code exportateur pour que les partenaires, que nous avons tiqué déjà des contacts, nous permettent de leur livrer le café directement à partir d'Abidjan. Alors que les produits ivoiriens sont généralement bien accueillis sur les marchés extérieurs, la promotion de la petite transformation reste un défi pour la Côte d'Ivoire. Vous voyez, à la boutique paysanne, on est parti de 20 agrotransformatrices. Nous sommes aujourd'hui à près de 300, à plus de 2000 produits. Donc là, il faut passer à une autre étape. Il faut passer à la commercialisation sous-régionale et au niveau international. Mais il y a un travail à faire, notamment la connaissance de tout ce qui est normes, de tout ce qui est technique, de tout ce qui est certification. Du reste, la participation de la Côte d'Ivoire à cette édition du SIAM est visiblement timide. Entre autres raisons, les préparatifs du Sahara qui aura lieu en mai prochain. Et avant de viser les marchés extérieurs, les riziculteurs de Korogo s'organisent à faire de la région du Poro le principal grenier de la Côte d'Ivoire. Et déjà plus de 10 millions de francs CFA ont été investis pour atteindre cet objectif. Depuis le siège de la coopérative Sié Kwasi et Jean-Marc Djadji nous font le point. Premier anniversaire de la société coopérative des riziculteurs du département de Korogo. Pour consacrer l'événement, les 25 villages membres du Sokoritko ont répondu à l'appel du conseil d'administration. Une fête qui annonce de belles perspectives. Le bilan il est positif parce que l'année dernière, lorsqu'on débutait, nous avons eu 750 membres et aujourd'hui nous comptons 2000 membres. Et de 7 villages, nous sommes passés à 25 villages et nous avons 20 villages qui veulent adhérer en plus de nos 25 villages. Nous avons été satisfaits en fait du rendement qui a été vu par rapport à la nouvelle semence que nous avons utilisée et nous voyons que tous nos coopérateurs sont vraiment contents. Dans nos pays de la sous-région, la famine est une réalité et cette université est une chance pour toutes les populations afin de parvenir à la souveraineté alimentaire. À l'Institut de gestion agro-pastorale, nous sommes une école d'excellence dont la vocation est d'accompagner le monde rural dans la production vivrière afin de pouvoir parvenir à la souveraineté alimentaire. Dans ces villages membres, les femmes constituent le pivot central de la famille. L'autonomisation socio-économique de ces femmes, un défi majeur pour la coopérative. L'existence de Sokoritko a permis à toutes les femmes du département de Korogo de s'épanouir, de s'autofinancer. Elles ont pu récolter, actuellement c'est l'apothéose. Elles attendent avec impatience la nouvelle récolte qui va venir très prochainement. Premier anniversaire, également point de départ d'une autre aventure pour les 2000 membres de Sokoritko. Illustration, la première pierre de la société coopérative est posée à Nagaserege, village de fin Premier ministre, Amadougon Koulibaly. Voilà qui valorise nos ressources. Nous vous transportons à présent au parc national du Banco où sont conjugués écologie et écotourisme. Un véritable trésor vert où se mêlent richesse écologique et attrait touristique exploré par Nadège Kassi et Marie-Chantal Akanda. Nichée au cœur d'Abidjan, la forêt du Banco est un sanctuaire naturel préservé qui offre une bouffée d'oxygène au milieu de l'effervescence urbaine. Autrefois appelé Gbangbo en langue ébriée, ce parc national avec ses arbres centenaires et ses espèces rares témoigne de la richesse écologique de la Côte d'Ivoire. Nous sommes à l'Arboretum, Arboretum qui signifie un espace co-aménagé. C'est un espace qui a été co-aménagé par l'administration coloniale dans les années 1933. Et cet espace, il est étendu sur 12 hectares et demi avec plus de 800 d'arbres. Et donc ici, on fait de la botanique pour des chercheurs, pour des étudiants qui souhaiteraient faire des recherches dans cet espace-là. Je vais vous présenter l'un des spécimens ou encore des arbres que nous avons dans cet arboretum. L'arbre s'appelle Ayam phalocapum, le nom scientifique. Alors, la différence entre lui et les autres,
ce sont les fruits qui poussent directement sur le tronc de l'arbre. Le parc du Banco s'étend sur près de 3000 hectares. C'est un joyau qui attire de nombreux visiteurs en quête d'évasion et de découverte. C'est spécial être ici à visiter ce parc parce que c'est une bonne idée pour laisser une part de l'historique, de la richesse de la Côte d'Ivoire pour le futur. C'est une ressource naturelle, donc je viens très souvent les week-ends. Il y a de l'oxygène, il y a de l'air pur et tout ça. Donc j'insiste vraiment là-dessus. Si vous avez du temps, faites un tour à la forêt du Banco. Loin du tumulte des rues abidjanaises, une balade à vélo à travers ces sentiers luxuriants offre une immersion totale dans un écosystème préservé. Des initiatives comme celle de l'ONG Vision Verte participent activement à sa conservation. Le Banco pour nous est le poumon de la Côte d'Ivoire. Nous sommes là en tant qu'éco-entrepreneurs pour cette belle initiative à vélo en faveur des particuliers, des entreprises et des institutions qui souhaiteraient visiter le parc national du Banco, qui est un trésor pour la Côte d'Ivoire et pour l'humanité. La protection de ce site exceptionnel repose sur l'Office ivoirien des parcs et réserves, OIPR, qui assure sa surveillance et sensibilise à son importance. Ce parc, au-delà de l'aspect touristique, offre des services écosystémiques au niveau de la ville d'Abidjan. Vous avez le service d'approvisionnement en eau. Aujourd'hui, le tiers du volume d'eau consommé par la population abidjanaise provient des nappes en dessous du parc. C'est en cela que vous avez des forages qui sont autour du parc et qui permettent aujourd'hui d'assurer cet approvisionnement. La forêt du Banco est un patrimoine naturel d'exception. Entre richesse écologique et attrait touristique, elle symbolise l'importance de préserver nos écosystèmes. Voilà un témoignage excellent d'une biodiversité unique et d'un engagement croissant pour l'écotourisme durable. Un acte fort du gouvernement ivoirien pour l'écosystème. Le gouvernement s'engage à préserver nos forêts par une lutte acharnée contre les feux de brousse. Et pour ce faire, une base opérationnelle de défense de la forêt et de lutte contre les feux de brousse est ouverte à Karankro, dans le département de Toumaudi. Une base qui a pour mission de sensibiliser, dissuader et même réprimer tout acte visant à détruire nos forêts. Le reportage de Sero Corona. Ces jeunes du village de Karankro dans le département de Toumaudi mettent le feu juste pour une partie de chasse. Ils sont stoppés et arrêtés par les agents des eaux et forêts de la base opérationnelle de défense de la forêt et de lutte contre les feux de brousse. Cette scène montre l'engagement du gouvernement à lutter vigoureusement contre les feux de brousse aux énormes dégâts. Le ministre des eaux et forêts, Laurent Tchagba, invite les populations à collaborer avec les agents de la base. Pour cette année 2025, au plan national, nous déplorons malheureusement 3 pertes en vie humaine. Plus de 150 000 hectares de forêt parcourus, 109 hectares de reboisement ravagés. Face à cette urgence, la création de cette base opérationnelle témoigne de notre détermination à agir avec force et méthode. La ministre gouverneur du district autonome des Lacs traduit la joie des populations de voir cette base installée dans leur localité. Raymond Goudou Kofi appelle les chefs traditionnels à s'impliquer dans ces projets nationaux. Notre premier combat a été la sensibilisation des chefs de village et des communautés à préserver notre forêt, mais surtout à mettre un point d'honneur à sensibiliser les populations, les villageois, afin d'éviter les feux de brousse. La base opérationnelle de défense de la forêt et de lutte contre les feux de brousse de Karankro est inaugurée par le ministre Amédée Kofi Kwaku. Pour le parrain de cette cérémonie, beaucoup d'avancées dans la protection de la forêt sont à noter, mais il faut continuer la lutte. La base opérationnelle constituera une avancée majeure car elle s'inscrit dans la stratégie du gouvernement qui vise à lutter contre les feux de brousse. Elle incarne une volonté politique claire, ne plus laisser faire, ne plus accepter que des comportements irresponsables détruisent des années de dur labeur de nos paysans.
Pour la préservation et la reconstitution du couvert forestier ivoirien, l'État multiplie les actions, à savoir des projets de reboisement et l'installation des comités de lutte contre les feux de brousse. Voilà, nos forêts aussi importantes pour le climat que pour notre alimentation. Et au niveau scolaire, pour l'alimentation scolaire en Côte d'Ivoire, les collectivités décentralisées sont invitées à s'impliquer davantage pour couvrir les besoins en alimentation scolaire. Il se chiffre à 120 repas à l'année alors que l'État ivoirien ne subventionne que 26. Faites un calcul rapide, il reste donc un gap de 94 repas à couvrir pour nos enfants dans toute la Côte d'Ivoire. Sephora Zekin fait le point. Dans un contexte où l'alimentation scolaire reste un maillon essentiel de la réussite éducative, les collectivités décentralisées sont appelées à jouer un rôle plus actif. Car aujourd'hui, sur les 120 repas nécessaires par enfant et par an, l'État ne peut en subventionner que 26. Un écart de 94 repas que la direction des cantines scolaires entend combler avec l'appui des mairies, des conseils régionaux et autres partenaires locaux. Sur 120 jours, il y a un gap de 94 jours à couvrir. C'est pour cela que nous voulons solliciter l'appui des collectivités décentralisées pour assurer pleinement la couverture totale de l'alimentation scolaire au plan national. Parce qu'il y a un lien entre la nourriture et la santé et la réussite scolaire. Le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, avec le soutien du Programme alimentaire mondial PAM, multiplie les initiatives. L'objectif, faire de chaque assiette servie à l'école un pas vers la réussite scolaire, mais aussi un soutien à la production locale. Depuis maintenant une dizaine d'années, nous assistons un petit peu plus de 130 000 élèves à travers le territoire. Et un peu plus de 600 écoles. Et nous allons augmenter donc notre couverture grâce à des financements que nous continuons de mobiliser. Nous souhaitons vraiment que le taux de couverture puisse s'améliorer en Côte d'Ivoire. En impliquant davantage les acteurs territoriaux, la Côte d'Ivoire entend bâtir une politique d'alimentation scolaire durable fondée sur la solidarité, l'ancrage local et la souveraineté alimentaire. Une alimentation équilibrée, disponible pour tous les élèves sur toute l'étendue du territoire national est un facteur qui accroît considérablement l'assiduité des élèves en classe et améliore substantiellement leur performance scolaire. Mais l'atteinte d'un tel objectif nécessite la mobilisation de plusieurs acteurs, au nombre desquels je peux mentionner les partenaires techniques et financiers, les collectivités décentralisées, qui sont des structures de gouvernance de proximité, ainsi que la prise en compte de toutes les opportunités qui peuvent se présenter. Investir dans l'alimentation scolaire, c'est investir dans l'avenir du pays. Un message fort que cette journée africaine pour l'alimentation scolaire a voulu faire entendre pour transformer chaque repas en espoir, chaque assiette en promesse d'un avenir meilleur. La cohésion sociale à présent à Ouagaïo, dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, où l'opération Zéro mort, zéro blessé, zéro violence, zéro dégâts matériels est ouverte. Une campagne pour la préservation de la paix en période électorale. Elle implique autorités, chefs traditionnels et leaders d'opinion dans la région du Gor, Godefroy Kambawa. C'est une tournée de sensibilisation pour des élections apaisées qu'initie Abel Djouré, un cadre de la région du Gor. Les 14 sous-préfectures de la région seront visitées. Une tournée apolitique et républicaine qui vise la sensibilisation des populations sur des attitudes pacifiques et citoyennes dans la perspective de la prochaine présidentielle. On est à une période électorale et donc on oublie parfois qu'on est frères. Et pourtant, on est frères. Bannissons en nous le recours à la violence. Parce que la violence, elle est destructrice. La violence ne construit pas. Ce qu'il a dit là, si on retient ça et puis on garde ça, en tout cas, le pays, moi je pense qu'on sera en paix. Le mot d'ordre est clair. Zéro mort, zéro blessé, zéro violence et zéro dégâts matériels. Dans chaque localité, des groupements de femmes, de jeunes, d'autorités coutumières et religieuses adhèrent à l'initiative. Nous ne voulons plus d'élections avec de la violence. Nous ne voulons plus des élections avec des morts. Nous ne voulons plus des élections avec des blessés. Nous voulons que les élections se passent dans un climat apaisé.
que le jour de l'élection, chacun puisse se rendre dans son bureau de vote et exprimer son droit de vote. Débuté le 15 avril dernier à Ouragayo, cette tournée de sensibilisation pour des élections apaisées dans la région du Gor s'achèvera à Gagnoa le 2 mai prochain. Et en toute cohésion des populations qui célèbrent le développement, l'union et la cohésion font aussi des plans, des programmations pour promouvoir, pourquoi pas, leur patrimoine touristique dans toute la Côte d'Ivoire et même à l'international. Nous sommes à Awakro, circonscription dans le département de Tabo, c'est dans la région de l'Agné-Biatiassa, le développement de Astou Touré. Jour de fête à Awakro, village situé à environ 145 km d'Abidjan, dans la région de l'Agné-Biatiassa. Les fils et filles d'Awakro, réunis au sein de la mutuelle Molière, veulent contribuer activement au développement économique et social de cette circonscription. Durant 3 jours, ce village de la sous-préfecture de Pakobo a vibré au rythme du Molière Éco-Festival. Objectif, célébrer l'union, la cohésion et le développement. Quand un peuple se réunit, c'est autour d'un idéal. Et ici, l'idéal, c'est quoi? C'est le développement d'Awakro. Nous sommes tous fils de Tabo, donc aujourd'hui, nous sommes à Awakro. C'est une initiative qui a été lancée par le président de la mutuelle, et qui dit mutuelle, pas de question de développement. Donc le message que je peux lancer, c'est quoi? C'est que c'est dans la cohésion, dans l'union qu'on peut arriver à ce développement-là. Parce que le développement doit avoir un caractère participatif et inclusif. Et ça doit prendre en compte la vie de tout le monde, parce que tout le monde fait nombre dans la question du développement. Donc c'est dans l'union, l'unité qu'on peut promouvoir ce vrai développement que nous recherchons tous. Inscrit au patrimoine touristique de l'UNESCO, Awakro regorge de nombreux sites archéologiques et attire plus de 5000 touristes par an. C'est la première fois aussi que je viens visiter ce site touristique qui est vraiment très très beau. Et j'invite toute la population ivoirienne à venir voir les merveilles que la nature nous donne. Mais il y a eu du monde à telle enseigne que la voix du guide même était noyée par les bruits. Les randonneurs, beaucoup ont été satisfaits. Nous voulons donc mettre en exergue cette recherche et en même temps promouvoir le circuit Awakro au niveau national et au niveau international. Dorénavant, c'est un festival qui sera toujours renouvelé. Sport collectif, concours de beauté, danse du terroir, concours culinaire, visite à des lieux touristiques, des moments forts qui ont marqué cette première édition du Molière Éco-Festival. Plus de 2000 festivaliers ont pris part à cette première édition. Et à présent, un pèlerinage philosophique autour des œuvres de Amadou Hampâté-Bâ. Des rencontres où au moins 200 étudiants en philosophie de l'université Félix Houphouët-Boigny se sont instruits sur savoir et pouvoir, Kaïdara et l'éclat de la grande étoile, des œuvres de l'écrivain Amadou Hampâté-Bâ. C'était au sein de la fondation qui porte son nom pour sa mémoire. Le reportage de Hamid Yarasouba et Zakaria Traoré. Les étudiants en licence 3 de philosophie de l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody sur les traces de l'écrivain Amadou Hampâté-Bâ. Une rencontre qui s'inscrit dans l'approfondissement des cours sur savoir et pouvoir dans Kaïdara et l'éclat de la grande étoile de l'auteur. Un moment en point de connaissance pour ces apprenants. Aucune société ne peut être posée sans les enseignements de nos érudits, de nos savants anciens, parmi lesquels on note avec intérêt Amadou Hampâté-Bâ. Ce qu'il faut retenir aujourd'hui, c'est important, c'est l'échange avec les étudiants, l'échange de jeux et de questions qu'il y a, et de surtout faire savoir que Amadou Hampâté-Bâ est éternellement vivant dans nos cœurs et dans nos pensées, et que Kaïdara est un texte qui traverse des siècles et qui traverse tous les mondes entiers. La directrice de la fondation Amadou Hampâté-Bâ salue la démarche de l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody qui honore ceux qui ont porté la culture africaine au plus haut niveau tout en transmettant des valeurs philosophiques. Kaïdara, l'éclat de la grande étoile, Diendo Dewal, mère de la calamité, sont des classiques étudiés. Et à travers ces contes initiatiques, ces deux permettent aux élèves d'avoir un sentiment intime d'appartenance et l'initiation qui visait donner à la personne physique une conscience morale afin de son intégration harmonieuse au sein de la société. En disparaissant le 15 mai 1991, Amadou Hampâté-Bâ légua sa postérité à l'Afrique et au monde son patrimoine littéraire.
Parlant de sport, à présent, le Bénin lance ce lundi la 20e édition du Tour cycliste, 6 étapes du nord au sud du pays jusqu'à l'arrivée à Cotonou samedi prochain. 14 équipes, dont 11 africaines, composent le plateau. C'est une épreuve estampillée de l'Union cycliste internationale. Les athlètes sont en quête de points décisifs pour les championnats continentaux, mondiaux, mais aussi les futurs Jeux olympiques. Et puis en France, l'affaire sur ce meurtre d'un jeune Malien dans une mosquée du sud de la France. Le présumé meurtrier a été arrêté après s'être rendu lui-même dans un commissariat en Italie. Le procureur français en charge du dossier annonce qu'un juge d'instruction va être saisi et qu'un mandat d'arrêt européen est émis en vue de son transfèrement en France. Rappelons que plus de 70 policiers et gendarmes français étaient mobilisés depuis vendredi pour localiser et interpeller cet homme considéré comme potentiellement et extrêmement dangereux. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Je vous souhaite un bel après-midi sur RTI 1.